Amis francophones, bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver comme toutes les semaines pour explorer et critiquer l'actualité culturelle du monde francophone, bien évidemment. Nous sommes dans 300 millions de critiques, nous sommes à l'Institut du monde arabe et comme par magie, le soleil règne sur Paris que vous découvrez derrière moi. Voici le sommaire immédiatement. Les genres culturels fusionnent. Musique, arts plastiques, les expos d'aujourd'hui sont de plus en plus transversales. À la Philharmonie de Paris, Marc Chagall se découvre en œuvre et en musique et nous évoquons ce phénomène. À l'occasion de la COP21, sommet pour le climat qui s'ouvre dans quelques jours à Paris, les artistes s'engagent pour la préservation de l'environnement. Et en prélude à cet événement a eu lieu début novembre à Paris l'exposition Lumière d'Afrique. 54 artistes africains, autant que de pays, et des œuvres autour de l'accès à l'énergie du continent. Engagement artistique et écologie, nous en parlons aujourd'hui. Andy Warhol est dans la place. La francophonie est fan de cet artiste et près de 30 ans après sa disparition, les expos se multiplient, s'enchaînent et parfois se chevauchent. L'occasion de se poser cette question, pourquoi tant d'amour? Et comme chaque semaine, le tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà, à ma gauche, vous l'avez reconnu, la semaine dernière, elle était bizarre, cette semaine, elle est Beatles. C'est Estelle Martin, Sgt Pepper's à elle toute seule. Magnifique. Ravi d'être là. Christine Goguet, vous la connaissez, elle dirige La Parisienne, donc, qui est un journal magnifique qui dépend du célèbre journal qui s'appelle Le Parisien aujourd'hui en France. Nous retrouvons donc Mathieu Dugal. Bonjour Mathieu, sorti de sa forêt la semaine dernière. Il nous a expliqué cette enfance tourmentée à la recherche de Dépêche Mode. Cette fois-ci, il est avec Radio-Canada, il est fier de l'être et il va vous expliquer la grande période de maturité de sa vie, qui est celle que nous allons vivre ensemble. Pascal Bourgault, représentante de la Wallonie-Bruxelles, toute de bleu nuit vêtue. Et enfin, donc, notre servin célèbre, Michel Serruti, de la radio-télévision suisse. Mon cher Michel, ma chère Pascal, mon cher Mathieu, ma chère Hello Christine. Guillaume. Mon cher Paul McCartney, bonjour. Nous ouvrons cette nouvelle émission par cette petite voix pour parler d'un sujet magnifique, puisque nous avons beaucoup parlé justement des genres virtuels dans les émissions précédentes, ou des croisements entre l'art, la musique, le jeu et parfois la vidéo ou même la découverte participative. Les expositions sont en train de faire tomber justement les frontières des genres, les événements s'entremêlent, les arts s'entremêlent, nous allons en parler. Le dernier exemple en date est intitulé Marc Chagall, le triomphe de la musique à la Philharmonie de Paris. C'est un sujet de TV5 Monde que l'on découvre, ce qui va nous permettre de débattre justement de ces croisements multiples et variés. On vous propose une immersion dans le plafond de l'opéra avec un système de vidéo qui est composé d'une multitude d'images de synthèse haute définition qui ont été assemblées, qui permettent de découvrir tous les détails du plafond de l'opéra dans une plongée assez captivante et hypnotique et qui nous permet notamment de voir toute la partie qui est sous le lustre du plafond de l'opéra et que d'habitude, ce qu'on appelle le petit plafond, le spectateur ne peut jamais le voir en fait parce qu'il est masqué par ce lustre. Le Metropolitan Opera a accepté de nous prêter des costumes, donc qui sont ceux que Chagall a réalisés pour la flûte enchantée, qui n'ont jamais été montrés en France, qui sont assez exceptionnels de par leur conception et de par leur rareté. C'est vrai que Mozart, à la fois par sa musique féerique, par ses compositions profondes, tourbillonnantes, vont avoir une influence sur sa création. Il va y avoir des déclinaisons autour de Mozart dans les huiles sur toile, dans les lithographies, dans les gouaches. C'est vraiment un compositeur qui a un rayonnement autour de l'œuvre de Chagall. Et ici, nous sommes dans la dernière salle de l'exposition, qui est la salle du théâtre d'art juif. Nous présentons les 7 panneaux qui ont été conservés de ce théâtre, donc dans la même disposition qu'à l'origine, pour montrer en fait ce qui est la genèse de toute la production scénique de Marc Chagall et ce qui sert en fait de contrepoids avec le plafond de l'opéra pour le début et la fin de l'exposition. Voilà, exposition transgenre, exposition transcourant, le mélange de la musique et évidemment de la peinture avec Marc Chagall. Tout le monde se souvient par exemple du plafond de l'Opéra de Paris ou de la composition par exemple à partir de partitions de musique d'un certain nombre d'œuvres de Kandinsky. Maintenant, c'est à vous. Battez-vous, expliquez-vous.
Vous allez avoir beaucoup de mal à bouger parce qu'avec protocole officier... Regardez, je me meus avec Vous avez raison grâce. d'avoir un peu ouvert parce que autrement... Ouais, Bien, non, allons-y. Non, mais après, bon, déjà Chagall. Alors Chagall, voilà, c'est vrai que la musique et Chagall, on a envie de dire, c'est d'une évidence totale. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est à la Philharmonie, donc c'est le lieu pour exposer Chagall et pour le remettre dans tout son Je bois bain. vos paroles. Oui. Il le disait lui-même, il faut faire chanter le dessin par la couleur, il faut faire comme Debussy. La pièce maîtresse de l'exposition, évidemment, c'est l'Opéra Garnier. Et vous l'avez dit, maintenant, il y a vraiment des dispositifs scénographiques qui sont incroyables. On l'a vu dans le sujet. Vraiment, tout est centralisé autour de ce plafond qu'a réalisé Chagall, qui est vraiment un peu la quintessence de, oui, puis de son amour pour la musique, avec tous ces thèmes qui reviennent et le tout. violon voilà. de la culture juive. Ouais, oui, c'est vrai que c'est un peu comme, vous savez, ce petit dessin là, Charlie, trouver Charlie. Vous connaissez pas ça pour les enfants? Eh bien, c'est la même chose. Dans chaque toile de Chagall, il faut trouver soit le violoniste, soit un instrument, parce que c'était sa culture, parce qu'il aimait la musique, il était juif, russe, il était passionné de musique, et ça se transparaît dans ses toiles. Donc oui, ça me semble être une évidence. C'est une exposition réussie qui vous intéresse? Oui, réussi. Oui, bien sûr que c'est réussi. Après, j'ai toujours l'impression qu'avec Chagall, on essaye de toujours trouver des thèmes divers et variés parce que ça attire le public. Tant mieux, pourquoi pas. Et encore une fois, là, ça a vraiment un sens puisque c'est à la Philharmonie, qui est, comme vous le savez, une salle très importante maintenant en France. Reposez-vous parce qu'elle va étouffer là. Ce que vous ne dites pas de cette exposition qui est quand même extraordinaire, c'est que moi, c'est la première fois que je vais au musée et que je me couche. C'est-à-dire la première salle. Non, j'ai pas dit je couche, j'ai dit je me couche. Fois. Ah bon? Je tiens à vous dire, Pascal Bourgault, que personne n'y croit. Donc je me couche. Je parle de la première fois. Oui, allons-y. Alors, le petit pronom « me » est très important dans la construction de la phrase. Donc, je me couche, je me suis couchée dans la salle parce que ce qui est extraordinaire dans la première salle, c'est qu'ils ont reconstitué la fameuse toile, voilà, plafond de l'opéra, commandé par Malraux en 1964 à Chagall. Il a été d'ailleurs tétanisé au moment où Malraux lui propose ça. Il ne savait pas quoi faire. Il y a une très belle interview où il raconte ça, il ne savait pas, il ne s'y mettait pas, c'est sa femme qui lui a dit « Mais enfin, essaye, mets ta musique préférée », puisque comme on sait, il peignait en musique, et donc il a commencé et il a eu l'inspiration. Alors, on se couche, vraiment, hein, donc tout le monde est assis ou couché, on regarde le plafonnier, et puis alors après, ils ont reconstitué ils ont zoomé dans la peinture des extraits, enfin des morceaux de la peinture sur un projecteur. Et donc on voyage en musique, et alors la musique change en fonction de ce qui est peint, puisque vous savez qu'il y a toute une série d'auteurs-interprètes, de compositeurs qui sont peints, et d'opéra ou de ballet qui sont représentés. Et donc c'est magnifique, on reste dans cette première salle. Moi, je suis restée une demi-heure parce qu'on ne peut pas tout voir et on a l'opportunité de voir de près des détails, comme tu dis très bien. C'est magnifique. En écoutant la musique. En écoutant la musique. Et alors, ce qui est très bien aussi, c'est que c'est la deuxième chose, je pense, à souligner de cette exposition, c'est que c'est très rare quand même de voir une exposition en musique. Et là, de A à Z, non, c'est-à-dire ici, bon... À la Philharmonie, c'est de la musique, c'est... Oui. Voilà, mais Bowie, on l'a fait parce que voilà, mais ici, on voit des peintures, on est replongé dans l'univers musical et dans la tête du peintre, voilà. Donc, Mathieu. Voilà. Ben, que dire de plus, hein? Je pense que c'est une expo qui est réussie. Je pense que c'est chouette quand on vit à Paris, qu'on va toujours dans le même réseau de musées, de se dire que, bon, la Philharmonie aussi s'intègre là-dedans. Et ça donne des idées, j'espère, en tout cas, à d'autres institutions qui veulent faire rentrer du public dans leur salle. J'espère voir ce genre d'expo-là, par exemple, dans la nouvelle salle symphonique à Montréal. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre d'initiative-là où on va faire rentrer des œuvres et on va les faire dialoguer avec la musique. Il faut dire que Chagall aussi, il est presque devenu musicien également. Hein? On sait qu'il hésitait lorsqu'il était jeune. Je pense que dans sa famille, il y avait également beaucoup de musiciens, alors c'est tout à fait naturel. Comme Claude Lévi-Strauss, qui rêvait d'être violoniste. Probablement. Et donc, je suis un peu d'accord avec vous, Estelle. C'est peut-être une ressucée de Chagall. Peut-être qu'on le décline jusqu'à plus soif. Peut-être que ce serait intéressant de faire quelque chose de ce genre-là avec des artistes qu'on n'attendait pas là-dedans. Parce qu'en France, il y a deux expositions en France. Il y en a une à Roubaix, à la piscine, sur le triomphe de la musique donc, de Chagall, et aussi à la Philharmonie. Donc, bon, après, on sent qu'il y a une vraie appétence
ou moins du grand public. Cela dit, ça pose ça soulève la question du croisement de ces expositions, qui est très tendance et très à la mode. Là, ça a du sens, puisqu'effectivement, on le rappelle, Chagall, avant d'être peintre, a hésité à être musicien. Son frère jouait de la mandoline, son oncle du violon. On le retrouve dans toute son œuvre. Il y a des violons, des mandolines, des guitares partout, et ça le rappelle. Là, cette exposition, elle prend tout son sens. Mais parfois, c'est plus compliqué. J'ai dit par exemple l'exposition Picasso-Mania, c'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, moi, je trouve que voilà, ça ne se justifie pas à chaque fois. Mon cher camarade Michel. Deux choses. Évidemment, pour Chagall, c'est une évidence de faire une expo comme ça. Je trouve que c'est très bien. Je pense qu'il y a un certain opportunisme, mais dans le bon sens du terme, aujourd'hui, il faut vendre des expositions. Donc, on ne va pas chaque fois faire une rétrospective Warhol, une rétrospective Chagall, une rétrospective Van Gogh. Donc, il faut essayer de trouver des thèmes ou des thématiques, de thématiser, de trouver des choses nouvelles. Et c'est très bien, finalement, parce que ça nous ramène à aller voir des choses qu'on a peut-être déjà vues, mais on les découvre autrement. Ensuite, moi qui regrette, on va dire, le temps des humanistes, alors que ce XXe et XXIe siècle est une période dans laquelle on devient des hyper spécialistes, des hyper catalogués, on connaît les moindres détails, mais on a tendance des fois à perdre la vision globale des choses, je trouve bien qu'on ressorte, on va dire, une œuvre, un artiste, et qu'on essaie de la resituer par rapport à une autre thématique, ce qui nous permet éventuellement d'élargir l'horizon, de le comprendre autrement et de reprendre un tout petit peu de distance. Ça, c'est plus large. Et je trouve que d'une manière générale, alors on le fait avec Chagall et la musique, on l'a fait ici à Paris, c'était en Suisse également avec Paul Klee. Paul Klee qui était aussi alors, un excellent exemple de peintre suisse qui était passionné de musique, il était très bon violoniste, il jouait avec l'orchestre symphonique de Berne, ses parents étaient musiciens, sa femme était pianiste, enfin bref, il était baigné là-dedans tout le temps. Mais on pourrait essayer aussi plus tard de faire des expositions, moi je ne sais pas, et faire des croisements avec la science, avec l'histoire, avec d'autres formes d'art que sont la musique, ça peut être la sculpture, ça peut être autre chose. Et de cette manière-là, ça nous amènerait, ou ça nous amènera, mettons-le au futur plutôt qu'au conditionnel, à réussir à réenvisager l'art autrement, mais aussi à avoir une perspective sociétale et artistique qui sera peut-être plus large, qui sera peut-être plus grande, qui nous ouvrira d'autres horizons. Dans ce sens-là, moi je trouve très intéressant. Mais c'est vrai que là où Christine a raison quand même, c'est le côté hit parade qui est en train de s'emparer du monde des expositions. À tout point de vue, on essaye de faire un peu partout dans le monde des expositions Picasso, des expositions Warhol, des expositions, et toutes ne sont pas excellentes. L'exposition réunit quand même, celle-ci, 300 œuvres de Chagall, jusqu'au 31 janvier 2016 à la Philharmonie de Paris, qui est une salle vraiment magnifique sur le plan acoustique, et vous pouvez également y aller avec vos enfants, puisque l'univers du peintre a inspiré un espace de jeu et d'activité créative destiné aux enfants, et baptisé la petite boîte de Chagall. Interactivité, pour terminer, c'est un tweet de Pépite Musicale. Le monde musical et envoûtant de Chagall, c'est à la Philharmonie et c'est magique. Et vous suivez bien évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de TV5 Monde, aux adresses qui s'affichent en bas donc, de l'écran. Dans un instant, c'est Lise-Laure Etiat qui va nous rejoindre car nous allons parler artistique et engagement pour le climat. En marge de la COP21 qui va réunir, vous le savez, 190 nations à Paris pour un accord commun sur l'avenir de la planète. Ce n'est pas encore joué, mais ça le sera peut-être. Il faut trouver un engagement à 2 degrés. S'ouvre donc en marge de cette exposition, de cette réunion très importante, Lumière d'Afrique au Palais de Chaillot. C'est une exposition pour quelques jours encore, réunit 54 artistes africains. Les enjeux de la planète et l'accès à l'énergie pour le continent africain se dévoilent au travers de leurs œuvres. C'est très important, qui sont inédites pour l'occasion. Nous allons parler de cet engagement, des artistes qui figurent dans cette exposition importante et des enjeux climatiques juste après ce sujet, qui est un sujet de TV5 Monde que nous découvrons. Elle jaillit, clignote, s'affiche dans ses 54 œuvres. 54 artistes, un par pays. Certains sont très connus, d'autres moins. Man Youssouf Ahmed vient de Djibouti. Cette jeune photographe présente, on n'y est pas encore. On est un petit pays dans la corne de l'Afrique, Djibouti, et ce petit pays a beaucoup de potentiel énergétique. Mais aujourd'hui, l'essentiel manque. Alors, c'est surtout la question qu'on se pose à Djibouti, c'est après avoir fait autant de progrès, comment ça se fait que le basique, le fondamental, l'énergie manque encore? Pour moi, la photo est tout simplement une arme. C'est une façon de faire
voyager mes messages. La lumière, une nécessité, un besoin concret. 70% des Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Mais il y a aussi les Lumières, cette démocratie des Lumières venues d'Europe. De nombreux artistes se sont emparés de cette dimension politique. Nous, on a eu le cadavre des Lumières avec le colonialisme en Afrique. Mais bon, nous sommes optimistes et nous voulons ressusciter ce cadavre de Lumière. Et c'est pour ça que je dis que je suis un héritier de Lumière en tant qu'Africain. Réinventer l'esprit des Lumières pour le faire rayonner en Afrique et au-delà, c'est ce qu'imagine le Béninois Aston avec cette carte du monde où les perles noires symbolisent les diasporas du continent. D'autres sont plus caustiques. Le Ghanéen Paadjo a imaginé une ampoule géante qui fait cercueil. Autant de variations sur un même thème pour cette exposition qui voyagera jusqu'en Afrique en 2016. Ma chère Lise Laure-Etia, vous voyez, l'enthousiasme fait que ce nom se bouscule dans ma bouche. Lise Laure, bienvenue. Merci. Quel bonheur de vous retrouver. Elle vous a plu cette exposition? Oui, mais j'ai trouvé que l'exposition était assez originale. Cette fois-ci, on montre les artistes contemporains, africains, les artistes professionnels. J'ai été particulièrement choquée parce que j'ai vu qu'il y avait 15 femmes et surtout de voir que les artistes contemporains africains sont toujours au contact des causes. Ils parlent toujours aussi bien, parlent toujours des problèmes qui concernent leur continent. Moi, je trouve que c'est très bien les causes environnementales. Bon, on avait déjà vu ça à la Biennale aux rencontres photographiques de Bamako en 2011, où il y avait Léon Ouédraogo, qui est d'ailleurs dans Lumière d'Afrique, qui parlait déjà de l'environnement. Il avait été dans la plus grande décharge d'Afrique de l'Ouest et il avait filmé il s'était déguisé en étudiant ou en homme d'affaires pour être tranquille. Et il avait fait des photos comment on appelle, d'ordinateurs qu'on avait jetés. Et autour de ces ordinateurs se développait un commerce illégal. Et il disait les enfants qui viennent pour voler le cuivre, tout ça se contamine. Et il avait déjà dénoncé. Donc moi, je pense que c'est bien de voir que les artistes, quand on leur donne la possibilité de s'exprimer et des lieux d'expression, ce qui manque beaucoup sur le continent, ils saisissent l'occasion de le faire. Mon cher Mathieu. Bien, ce qui, moi, me choque, en tout cas, quand je regarde la qualité des œuvres qui sont, en tout cas des artistes qui sont présentés là, parce que je ne l'ai pas vu, cette expo-là, c'est de voir que ces artistes-là sont absents de la scène nord-américaine. Ça ne traverse pas. C'était la même chose il y a quelques semaines, on parlait de l'exposition Beauté Congo, qui était présentée à la Fondation Cartier, pas loin d'ici. C'est très rare qu'on ait la chance de voir ces artistes-là en Amérique. À la FIAC récemment, par exemple. Oui, mais la FIAC, c'est le marché de l'art. C'est le marché de l'art, mais ça ne traverse pas comme Londres, qui est un gros marché de l'art aussi, de l'art africain. Souvent, ça va arrêter là. La Biennale de Dakar aussi, qui est un des gros événements d'art contemporain, ça a peu de résonance en Amérique et on devrait profiter du fait de cette langue-là commune, en tout cas pour une certaine partie des artistes qui sont là, pour faire traverser ces œuvres-là, parce qu'effectivement, ça parle, ce sont des propos qui dépassent beaucoup le simple regard sur l'Afrique, parce que les déchetteries, il y en a des grosses là-bas, mais on est au problème aussi avec la surconsommation, des déchets toxiques et tout ça. Et donc, il y a encore une fois un très gros mur qui fait en sorte qu'il y a une partie de l'art... Cela étant dit, les Américains sont engagés. Cette fois-ci, on a un état précis à quelques jours du début de la COP 21. Les Américains comme les Chinois, ce qui est quand même un progrès considérable par rapport à la conférence de Copenhague en 2009 qui avait été un échec retentissant. Là, ils se sont engagés. Bien là, on se rapproche du gouffre. Hein? Peut-être que l'occasion fait le larron. C'est le moment. Oui, mais quand même à la foire, dans certaines foires, parce que depuis des années, quand même, le marché de l'art africain aussi s'organise. Il y a des artistes sont formés dans des écoles, il y a des biennales. La foire, la biennale qui se déroule par exemple à Londres, foire d'art contemporain, accueille des artistes africains. La biennale de Venise accueille des artistes africains. Maintenant, la biennale de Venise est dirigée par un Nigérian. C'est Okui, Okui Ewenzor. Voilà, mais c'est vrai qu'ils sont
peut-être pas assez connu. Il y a Abdoulaye Konaté qui est dans Lumière d'Afrique, qui est, je dirais, un peu le doyen. Hein, il vend quand même des toiles assez particulières, entre 15 000 et 70 000 euros. Mais c'est vrai que la façon dont ces artistes sont dirigés dans les biennales, c'est assez différent parce qu'en France, par exemple, on a beaucoup d'artistes, par exemple, francophones, Abdoulaye Konaté. Quand on va aller à Londres, on va avoir des artistes anglophones et vice-versa. Donc peut-être c'est ce qui fait qu'on ne les connaît pas tous. Mais Lumière d'Afrique, en exposant 54 artistes de 54 pays, on a la chance de retrouver, de pouvoir faudrait leur tout le donner monde. une idée. Dites-leur qu'ils prennent la collection et qu'ils amènent ça en Amérique. Alors, Mais c'est compliqué quand même, parce que c'est vrai Estelle que... et après Pascal. Ce qui est surprenant, c'est qu'en France, bien sûr, il y a la FIAC et bien sûr, il y a Magnin qui vraiment fait tout pour promouvoir les artistes africains. Mais moi, ça me semble surprenant que ça soit à Londres, qu'il y ait eu cette One for 54, qui était vraiment une foire d'art contemporain destinée aux Africains. Il y a de plus en plus de galeries, alors que nous, en France, on a quand même des liens très forts avec les artistes africains et que nous, on ne soit pas plus en pointe sur ce secteur. Ça, c'est déjà ça. Je suis assez surprise sur ce sujet-là. Et après, ce qui est bien On a quand même, le c'est musée du Quai Branly, nous, hein. Oui, Qui est certes, quand mais, même- mais je parle de l'art contemporain. Parce que Le musée du Quai vrai, Branly fait les expositions d'art contemporain aussi. aussi, mais quand même en petite, pas assez. Moi, je trouve vraiment pas assez parce qu'effectivement, il y a des artistes, on les voit, on les connaît, puisqu'ils vont à Londres, puisqu'il y a beaucoup de galeries à Londres qui sont vraiment dédiées aux artistes africains d'aujourd'hui. Pourquoi nous, en France, on ne le fait pas? Et en revanche, ce qui est bien, c'est comme vous l'avez souligné, la COP21 permet de telles expositions. Il y en a énormément, hein. Il y a artcop21.com qui, là, permet de recenser tous les événements culturels, et il y en a énormément. C'est la différence avec Copenhague. On ne savait pas trop ce qui se passait où. Là, vraiment, je vous invite à aller sur ce site, hein, artcop21.com, pour découvrir tous ces artistes qui s'engagent. Et on comprend que les artistes africains soient engagés auprès de la COP21 parce qu'eux, ils savent ce que c'est, que vous l'avez expliqué, Lise-Laure, avec le recyclage. Moi, quand j'étais au Burkina Faso, tous les artistes contemporains que j'ai rencontrés, voilà, ils utilisent ce qu'ils trouvent. Et eux, et heureusement qu'on leur donne la parole aujourd'hui à l'occasion de cette COP21. Et c'est tout le sel de cette, en tout cas de ces Lumières d'Afrique qui au moins permet à 54 artistes de s'exprimer. En plus, on les connaît souvent, donc c'est bien qu'ils aient au moins une vraie marge de manœuvre et un vrai espace, parce que Théâtre de Chaillot, c'est pas mal quand même. C'est un beau lieu. Après notre burkinabé de passage, notre Belge résidente française. Alors moi, je me suis intéressée à ceux qui ont organisé Lumière d'Afrique. Ouais. C'est un couple. Donc l'association s'appelle African Artists for Development et ils ont une conception assez particulière. Donc le couple s'appelle Gervan et Mathias Léridon. Ils ont une agence de com et puis ils ont une association qui fait des projets dans le cadre du millénaire de l'ONU, les objectifs millénaires de l'ONU. Et donc ils ont fait une série de projets avant celui-ci, très intéressant, notamment la danse contemporaine dans des camps de réfugiés au Tchad, en Centrafrique, pour aider à la reconstruction psychologique quand il y a des traumatismes. Ils ont fait de la musique dans des écoles de township, des townships en Afrique du Sud. Ils ont fait une bibliothèque à Cotonou, enfin bon, toute une série de... Et alors ils ont diffusé aussi une bande dessinée dans le cadre d'une campagne de prévention SIDA au Congo. Et donc cette exposition, on peut la voir aussi sur cette optique-là, c'est-à-dire le développement et l'art, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a beaucoup de choses à faire, je pense, en Afrique. C'est vraiment intéressant, je trouve. Michel. Oui, alors je rebondis sur développement et art. En Suisse, c'est vrai qu'on a un organisme étatique qui s'appelle la DDC, la Direction du développement et de la coopération. Ce sont eux qui, en général, mettent des fonds pour aller monter des projets dans les pays en développement. Et notamment, un des projets, c'est pas forcément de ça dont je voulais parler, mais j'y pense, s'appelle SMART. Alors, en mauvais français, c'est le Sustainable Mountain Art, donc on va dire l'art pour la montagne de manière durable. Et ils font venir des artistes de l'Est ou d'Afrique, en Suisse notamment dans la région alpine, qui va être touchée par le changement climatique, avec le dégel du permafrost, du pergélisol, avec des éboulements et autres, afin qu'ils documentent cela. Ça fait l'objet d'une exposition en Suisse, mais ça fait aussi l'objet d'une exposition dans les pays d'origine de ces artistes, par exemple. Et la question que je me posais par rapport à ce qui se passe ici à Paris. Alors je trouve évidemment toujours, depuis le temps que je le répète, depuis qu'on fait cette émission, formidablement bien lorsqu'on donne la possibilité, la parole, l'opportunité à des artistes africains de s'exprimer. Maintenant, c'est à Paris que ça se passe. Est-ce que ça va se passer en Afrique? Est-ce que ça va voyager en Afrique? Est-ce que ça va toucher les pays, la population simplement en Afrique, afin que cette dernière soit aussi sensibilisée à ce qui se passe et qu'elle puisse se faire une opinion? Moi, c'est ce volet-là que j'aimerais aussi pouvoir voir se développer, et pas simplement qu'on ait des représentants de l'Africain à Paris
ou à Londres qui s'expriment. C'est très bien, mais il faut qu'ils puissent aussi s'exprimer. Alors ça dépend plus de nous, évidemment, mais je veux dire, messieurs les gouvernants ou les puissants qui sont hors Europe et qui ont peut-être les moyens financiers d'organiser cela, faites en sorte que cela essaime dans les pays d'Afrique, par exemple, et puis que la population puisse être sensibilisée à ce travail et en retire quelque chose. Moi, ça me semble incontournable, nécessaire. Mais c'est justement pour ça que je pense que la Fondation a également des locaux en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Mais ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il faudrait que les artistes, et déjà beaucoup le font, aillent vers les populations, qu'on expose dans les lieux, parce que avoir de l'argent de taxi pour aller au musée quand il y a les rencontres photographiques à Bamako, moi j'ai toujours été sidérée de voir que quand il y a les rencontres photographiques de Bamako, il y a quasiment que les Blancs qui viennent au musée. Et la dernière fois où je suis allée en 2011, j'ai dit mais où sont les Africains ? Alors je me suis dit, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas? Et puis il y a des gens qui m'ont dit, non mais madame, ça c'est pour les Blancs. Je dis, non mais c'est pour vous aussi là. Hein. Il faut y aller. Voilà. Je dis, c'est pour vous aussi, il faut y aller. Et je pense que le message, même quand ils regardent les photos, c'est beau mais ça ne leur parle pas. Alors est-ce qu'il faut des légendes en Bambara à certains moments? Est-ce qu'il faut légender en Douala? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un véritable problème parce que cette exposition par exemple, après elle va aller, on m'a dit, à la Gare du Nord. En France, en décembre, Lumière d'Afrique. Après, ce sera à Londres. Mais il faudrait également, et je pense qu'en mars, ce sera à la BAD, Banque africaine de développement à Abidjan. Mais ce serait bien également que ça aille dans les quartiers populaires. Merci à vous tous. La COP21, donc c'est le 30 novembre, je crois que ça démarre. Et pendant une partie du mois de décembre, 150 chefs d'État sont attendus, 190 délégations. Et évidemment, c'est le petit bout de la lorgnette, mais il faut bien un tout petit peu de poujadisme dans tout ça. Vous imaginez derrière nous, regardez ce Paris magnifique, les encombrements monstrueux qui vont avoir lieu. Tout ce CO2, ce gaz carbone. Je tiens tous à vélo et fuyez la capitale. 150 délégations. Vous savez que c'est la plus grande manifestation jamais organisée en France. Je crois qu'il y a 3000 journalistes et 20 000 délégués qui vont envahir ce paysage sublime. Est-ce qu'ils vont aller en vélo? Comment? Est-ce qu'ils vont aller en vélo à la... Non, j'imagine en vélo, par exemple, Poutine et Obama en vélo rue de Rivoli. Mais il y a la voiture électrique. Ce serait une sorte d'étape du Tour de France. Non, mais ils devraient commencer par ça quand même. Enfin, ils sont là pour parler du climat et puis ils vont aller avec 15 milliards de voitures qui vont faire du CO2. Ouais. Et si jamais vous appartenez à un petit groupe terroriste et que vous voyez passer un type qu'on reconnaît comme Barack Obama... Papa mobile, comme ça, autour du vélo, non, avec des roues. Parce qu'il est à vélo, il ne sera pas reconnu, parce que les gens ne s'attendront pas à le voir. Comme le dit l'excellente Isabelle Siri qui produit cette émission, bien évidemment, ce sommet sera entièrement équipé de voitures électriques. C'est normal, c'est du militantisme, ce qui n'empêchera absolument pas les encombrements absolument magnifiques qui nous attendent à partir du 30 novembre. C'est Laurent Fabius qui sera le président de cette COP 21. Interactivité, pour rester dans la tonalité artistique et écologique, un tweet de Green Kiss signalant une exposition de street artistes autour de la COP 21, vous le découvrez. Et puis vous laissez évidemment sur le compte Twitter de l'émission des messages avec le hashtag 300 millions de critiques. Vous retrouvez toutes les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Ma chère Lise-Laure, merci d'être venue nous voir. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Nous allons retrouver dans un instant Yves Bigot. Nous parlerons d'un des ténors justement de ces expositions qui circulent dans le monde. Il s'agit d'Andy Warhol avec une exposition donc, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. C'est juste après le Zap Culture qui a été donc préparé par Aurore Marty et cette réincarnation donc des Beatles à être tout seul, puisqu'il s'agit d'Aurore Martin, fille de George Martin. Le Bataclan, une salle de spectacle, vient d'être attaquée par 4 hommes. Des tirs de Kalachnikov sur la foule en plein concert. Les hommages sont anonymes, mais les victimes avaient bien un nom et un visage. Ils s'appelaient Quentin, Lauriane, Will, Mathias et Marie. Rideau baissé à l'Olympia, des concerts ont été annulés ici, en signe de solidarité avec le Bataclan. Ils se sont rassemblés spontanément autour de ce piano ambulant pour chanter en chœur un grand classique du Canadien Leonard Cohen.
quand je suis rentré en voiture hier, la seule musique que j'ai pu écouter avec le choc des événements, c'était Bach. La tour Eiffel s'est illuminée hier, et cette fois-ci aux couleurs de la France. Avec la devise de la capitale projetée dessus, le bateau est battu par les flots, mais ne sombre pas. Une formule latine qui devient en quelques heures une devise de résistance. Presque naturellement, le collectif de graffeurs Grim Team s'est lancé dans cette fresque samedi après-midi, place de la République. Parisiens depuis toujours, ils ont voulu rendre hommage. Quelque part, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Veni Vidi Vici. Quelques notes de cornemuse et la présence de Bono et des autres membres du groupe rock U2. Autant de témoignages de la solidarité internationale. Nous sommes à New York. Le célèbre orchestre du Metropolitan Opera a joué hier soir l'hymne national français. Nos cœurs et nos prières vont aux familles des victimes. Mais que faire? Nous avons décidé de dédier le concert de ce soir à tous les disparus des attentats d'hier soir à Paris. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je vois la vie en rose. Paris, c'est la ville lumière. Ici à New York City, nous savons que cette lumière ne s'éteindra jamais. Scène inhabituelle du Louvre sans touristes. Le musée d'Orsay, porte close. Je ne crois pas que le cinéma ou l'art change le monde, mais il peut donner de la force ou des vitamines pour ceux qui veulent le changer. Rejouer tout de suite, sans attendre. Ne pas laisser la voix se refroidir. Une évidence pour la troupe de Pierre Palmade, après un week-end de fermeture forcée. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas leur donner raison. Même si ça semble être dangereux, on ne peut pas donner raison à ceux qui ont tort. Nous parlions des grandes expositions. Il y en a une actuellement au Musée d'Art moderne de la ville de Paris qui s'appelle donc Warhol Unlimited. La voici, cette exposition, donc, qui a l'avantage de présenter un certain nombre d'œuvres qu'on a rarement vues, pratiquement jamais vues dans le monde, qui sont donc les shadow paintings d'Andy Warhol. Bonjour mon cher Yves. Bonjour Guillaume. Le sujet de ce soir, dans cette émission, c'est de savoir s'il y a des Warhol addicts ou encore aujourd'hui des gens qui contestent le travail d'Andy Warhol pour l'art mondial. Voici en tout cas le sujet et le reportage qui est consacré à cette exposition et nous en débattrons après. C'est le pape du pop art, le dandy du XXe siècle. Et au premier coup d'œil, on reconnaît un Warhol. Mao, Jackie Kennedy, Marilyn, il les a reproduits en multiples exemplaires, c'est sa signature. Andy Warhol, artiste visionnaire ou imposteur, c'est le choix du 20h. Andy Warhol devient célèbre dans le New York des années 60. C'est l'âge d'or de l'Amérique, de la société de consommation. C'est l'époque où les stars d'Hollywood s'affichent dans les rues. Il invente alors une nouvelle manière de tirer le portrait. Voici sa méthode. Au départ, dans son atelier, il choisit une banale photo de presse. Il en tire un négatif, il l'encre et il finit par la peindre. Le tour est joué, l'image devient un portrait à la Warhol. Et les objets du quotidien subissent eux aussi le même sort. Warhol est quelqu'un de son époque et il s'aperçoit que dans les supermarchés, il y a des linéaires de produits, que tout est standardisé, mécanisé, et donc il veut faire une œuvre qui soit non pas une œuvre originale, unique, mais au contraire quelque chose qui soit fait en série, reproductible, ou même à la limite on oublie la notion d'artiste, d'auteur, et où finalement chacun pourrait s'approprier. C'est un coup de génie, mais l'artiste n'hésite pas à reproduire en 10, 20, 100 exemplaires chaque image. Ce ne serait plus que des posters pour chambre d'ado à l'époque. Certains crient à la supercherie.
c'est un produit de consommation, donc on le prend et on le jette. C'est le Warhol, le grand récupérateur. On est en pleine mythologie. Mais en 1968, il fait encore plus fort. Il crée ce papier peint, une vache rose sur fond jaune. Est-ce encore de l'art? Un papier peint avec lequel le musée qui accueille ses œuvres 28 ans après sa mort tapisse sa façade. À l'intérieur, un appareil à selfie vous fait un Warhol en photomaton. Preuve qu'il a réussi son entreprise, de l'art ou pas, il s'en moquait et à une époque où les images envahissent le monde, les siennes sortent toujours de l'ordinaire. Voilà l'exposition donc Warhol Unlimited. Voici le catalogue que vous voici. Vous savez que la factory d'Andy Warhol justement était recouverte de ce papier donc aluminium argenté. Alors, quels sont ceux qui sont Warhol addicts? Quels sont ceux qui ont une sorte de défiance à l'égard de l'héritage de ce grand artiste américain? Qui se lance? Il faut commencer pour dire, Guillaume, que la raison principale pour laquelle on s'intéresse à Andy Warhol encore aujourd'hui, c'est le Velvet Underground. C'est d'ailleurs le sujet de l'autre exposition qui se termine ces jours-ci à Metz, qui elle s'appelle Warhol Underground et qui est donc plus centrée à travers cet aspect-là de son œuvre, celle qui est liée donc au groupe de Lou Reed, John Cale, Nico, Sterling Morrison et Moe Tucker, pour les citer tous. Alors en fait, ce qui est spectaculaire, c'est de voir qu'en France, 2 expositions majeures sont quasi concomitamment consacrées à Warhol. Vous l'avez dit, l'expo parisienne Warhol Unlimited présente, alors notamment, c'est ça le clou de l'exposition, ce sont donc ces shadows qui sont exposés en forme de fer à cheval au bout de l'exposition, qui est d'ailleurs le seul endroit où on a le droit de se faire photographier devant les œuvres de Warhol, qui d'ailleurs est une œuvre qui est en miroir des nymphéas de Monet. Alors, sinon, il y a une relative, je dirais, déception, parce qu'on y voit des choses, mais presque de manière tronquée. C'est-à-dire qu'il y a Mao, ridiculisé dans différentes postures, on y voit Jackie Kennedy, mais où est Bardot? C'est parce que c'est votre tropisme. Là, je suis en sueur intérieure. Je vous pose la question. J'entends. Je crois qu'elle vit dans le sud, toujours. À Saint-Tropez, à la Madrague, oui, tout à fait. Mais par Warhol, voilà, elle n'est pas là. On y voit une photo de Dylan, on y voit un film du Velvet Underground comme partout, mais qui n'est pas forcément celui qui est le plus intéressant. Il y a les chaises électriques, petites et grandes. Et en plus, on ne voit rien du tout. Il est projeté sur 3 écrans à la fois, le Velvet Underground. On ne voit juste rien du tout, parce qu'ils nous vendent dans une galerie... Pour vous expliquer l'histoire, quand même, je parle du point de vue. Ce n'est pas une exposition intégrale de l'œuvre de Warhol. Il y a justement une petite entrée qui est une sorte de résumé effectivement succinct de la carrière de Warhol, l'entourage, les portraits, quelque chose. Et, comme l'a dit fort justement Yves, qui a eu tort sur tout le reste, on montre les shadow paintings qui n'ont jamais été montrés en dehors de la Daya Foundation. Et donc c'est ça le sujet, c'est une petite entrée et les shadow paintings qui n'ont jamais été vus. Alors pourquoi les shadow paintings? Après, vous allez vous battre. Parce qu'effectivement, le pop art s'est construit sur de l'art figuratif intégrant la publicité et d'autres aspects du monde figuratif, et notamment des techniques comme la sérigraphie. Mais la grande culpabilité de Warhol dans cette partie de l'art qui va des années 50 à aujourd'hui, c'est que juste avant lui sont arrivés Jackson Pollock, Barnett Newman et les grands artistes de l'art abstrait, et la génération Warhol, il est mort à 59 ans, était très culpabilisée par ceux qui ont vraiment révolutionné l'art américain en l'arrachant de l'art européen. Et donc, il a mis 20 ans à se dire, est-ce que je vais, moi aussi, oser m'attaquer à l'art abstrait? Et c'est en ça que les shadow paintings sont évidemment des œuvres très importantes. C'est parce que c'est sa tentative à lui, après l'origine, là Yves a raison, des nymphéas de Monet qui basculaient lentement vers l'art abstrait, c'est sa tentative à lui d'apporter, à part l'iconographie pop, disons sa version des choses de l'art abstrait. C'est donc le seul intérêt de cette exposition. C'est cette salle que Yves décrivait. Alors moi, j'ai une thèse beaucoup plus simple qu'Yves. Moi, je décris. Oui, non, mais moi, qu'Yves, parce que je pense que si il y a 2 expositions Andy Warhol aujourd'hui en France, c'est que Warhol, c'est l'un des rares, enfin l'un des rares, je suis peut-être injuste, mais l'un des artistes contemporains que
le grand public connaît. Andy Warhol, il va le reconnaître comme il reconnaît Grâce Picasso, au Velvet Underground. comme Dalí. Non, pas Velvet Underground, grâce aux sérigraphies, grâce à Marilyn Monroe, grâce à Mao. Et là, effectivement, là, je rejoins ce que Brigitte je disais Bardot. sur Chagall ou Brigitte Bardot, c'est que vraiment, on sait que le public va venir pour voir du Warhol. Là, on est un petit peu déçus, à part les Shadows que je ne connaissais pas, je le reconnais, et pour cause, elle n'était jamais arrivée Mais en ça a France. toujours été le point de vue. Ils ne pouvaient pas faire une exposition voilà, Warhol. il y a une vingtaine d'expositions Warhol dans le monde. Ah oui. Par Il y a an, peut-être une par raison. an. Ah, mais il y a une raison parce que je pense que ça fait venir le grand public aussi. Il peut y en avoir un certain nombre. Mais oui, d'expositions, c'est pas mais le ça problème, attire ça. le grand public. C'est vrai que c'est pop, c'est facile, c'est ludique. Et je ne dis pas que ça n'a pas bouleversé l'art contemporain, attention. Mais je pense qu'il y a aussi cette volonté d'attirer le grand public d'une manière assez facile, plus facile qu'avec Paul Klee. Ouais. Parce qu'il y a deux manières. Mais c'est à Metz qu'on voit la reconstitution de la Silver Factory. Voilà, absolument. Parce que je pense que ce qui fonctionne formidablement bien avec Warhol, c'est qu'il y a deux façons de l'appréhender. Il y a la façon dont tu as parlé. Je suis l'Helvète, je suis le pacificateur. Il y a la façon dont tu as parlé. Alors moi, je vais simplement expliquer. Non, mais il a raison. Bah, évidemment, tu as raison. Mais il faut avoir conscience de ça. Donc, L'Helvète Underground, évidemment. je suis C'est mieux que le servant. C'est très joli, ça. C'est mieux que le servant. Non, mais tu as évidemment parfaitement raison. Mais quand je ne suis pas certain que tout le monde a pleinement conscience, on va dire, de l'aspect historique de la création, de l'évolution de l'œuvre de Warhol. Quand on l'a, évidemment qu'à ce moment-là, on perçoit, on enregistre, on regarde Warhol avec un autre œil. Mais en même temps, et c'est là où c'est formidablement malin, et puis en même temps, ça peut être complètement faussé, c'est que l'art en soi de Warhol peut être un truc qui est totalement léger, ludique, superficiel, sympathique, qui rentre dans les canons esthétiques actuels et qui plaît à tout un chacun parce que c'est tellement simple. On n'est pas agressé, on n'est pas appris, on regarde ça, c'est presque Vous n'êtes pas superficiel. agressé, sauf quand vous voyez une chaise électrique. Ouais, et Oui, encore, mais- et encore. encore. Non, mais oui, Il faudrait mais vraiment se poser il y a après une la distance question. quand même. On n'est pas. Et Brigitte Bardot. Il y a une distance. Et donc, comme il y a ces deux manières d'appréhender Warhol, il y a quand même une grande partie du public qui l'appréhende, à mon sens, et je ne fais pas d'élitisme, je suis désolé, enfin, c'est une interprétation mienne, j'ai quand même l'impression qu'on en reste à la superficie, et puis on regarde ça avec un œil qui est presque un tout petit peu indifférent. Alors que si on se replace dans le contexte dans lequel ça a été créé, évidemment que ça a été super important, et qu'il a influencé tout ce qui est venu derrière, et en Suisse en particulier, aujourd'hui, voilà, quand on pense à Rondinen, quand on passe à Fischer, ou à Fischlewes, ou les vidéos de Pippi Lottiris, par exemple, c'est évident que voilà, ce sont des artistes qui ne sont pas créés ex nihilo, et qu'il y a une patte de Warhol quelque part qui traîne quelque part. Mais c'est ça la formidable ambiguïté pour moi, et une expo comme celle-là l'est aussi, parce qu'on est embarqué dans une exposition qui est relativement classique au début, puis finalement on arrive à quelque chose qui est très important, mais on n'est pas toujours forcément préparé à le comprendre, à l'appréhender. Mais bon, il y a le Velvet Underground au milieu qui rétablit le tout et qui a beaucoup plu à Mathieu. Ben, je pense que le fait qu'on aille le voir encore, c'est parce qu'il parle d'une grammaire qui s'est imposée. Les réseaux sociaux ont imposé une espèce de démocratisation des icônes. Et d'ailleurs, ce qu'on ne dit pas assez quand on parle de Warhol, c'est qu'il vient lui-même d'un milieu très religieux. Et l'iconographie, quand il a grandi, sa mère était extrêmement religieuse et il a été très marqué par ça. Et c'est aussi quelqu'un qui, par son travail, incarne un peu toutes les contradictions de l'art populaire aujourd'hui, parce qu'il est à la fois quelqu'un qui a prophétisé le téléphone, parce qu'il se promenait toujours avec sa caméra et son enregistreuse, et il disait un jour tout le monde va se promener avec ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, si ce n'est que faire du pop art en photographiant à peu près tout ce qu'on fait, un art qui est absolument reproductible, parce qu'on retweet, on like, on est vraiment dans le siècle à Warhol, quelqu'un qui était très, très, très en fait, il ne s'aimait pas, il n'aimait pas son physique, et donc ça a conditionné beaucoup son rapport à l'art, la manière dont il a vécu aussi sa vie amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, si ce n'est qu'une civilisation de l'image, où des gens se font refaire la figure jusqu'à 90 ans. Donc, il avait prophétisé toutes sortes de choses. Il disait « je veux aimer tout le monde ». Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si ce n'est que des choses pour aller récolter le plus de j'aime sur Facebook, de retweets sur Twitter? Alors, ça dépasse de loin son travail iconographique qui est intéressant, mais qui, à mon sens, rend pas justice à la stature, je dirais même presque philosophique, et tout ça avec un côté débonnaire du gars qui disait, ben moi, dans le fond, je fais pas de philosophie, moi, dans le fond, je fais pas vraiment d'art. Il disait, moi, j'écoute la télévision seulement pour les publicités.
C'est de la provoque, ça. Non, mais je veux dire, il y avait ce côté-là, la surconsommation. Il achetait une chose par jour, des choses qu'il n'a jamais déballées. On connaît la valeur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'unboxing, des gens qui déballent des produits qu'ils achètent sur les réseaux sociaux. Alors, tous les réseaux sociaux, la surconsommation est incarnée dans ce qu'il a fait comme travail. Et ça, il faut aller plus loin que c'est ready-made et c'est Marilyn. Les Shadows, ils disaient bien que c'était un décor disco. Alors c'est vrai, moi c'est ce que j'aime chez Warhol, c'est son côté goguenard, parce que moi mon instant préféré dans cette exposition, c'est cette interview surréaliste où la journaliste lui dit alors est-ce que vous pensez que vraiment on assiste à un renouveau de l'art contemporain? Non. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à la fin? Non. Ça nous ramène à notre ami Helvet dont on a parlé. C'est-à-dire que l'intérieur. Et oui, parce que là, quel est le sens? Vous savez, il y a un jour une célèbre interview de Basquiat, il y a un critique d'art très sérieux, et il y a un tableau de Basquiat, là. Et alors le type lui dit, mais alors ça c'est quoi? Basquiat, il était un peu défoncé. Et ça c'est quoi? Basquiat, et à la fin, il est tellement exaspéré, il regarde le critique d'art, il dit, vous ne croyez pas du tout au hasard? Et hop, il se casse. Les artistes n'ont pas forcément besoin de s'expliquer. Il y a deux formes de prémonition dans la vie. C'est soit les sciences, c'est la version numéro 1 où on peut voir l'avenir, soit l'art. Et la littérature, la religion et le reste, c'est le rétroviseur. L'art, c'est le pare-brise. Donc quand vous êtes dans une voiture, vous avez intérêt à voir à travers le pare-brise soit l'art, soit la science pour comprendre ce qui va se passer dans la vie. Oui, c'est dingue. C'est dingue. C'est incroyable. À quand la préface? Comment? Et je voulais ajouter une chose aussi, parce que vous savez que c'est la même famille qui avait commandé ces Shadows que la famille qui avait commandé à Marc Rothko, donc grand artiste de l'art abstrait, donc une série qui devait être mise, je crois, dans un hôtel type Four Seasons ou restaurant d'un grand hôtel. Et c'est cette famille, mais de son vivant, Warhol n'a évidemment pratiquement jamais vu ces shadow paintings. Je crois qu'il est mort 1 ou 2 mois après. Il est mort à 59 ans. Vous savez comment il est mort, Warhol? Après une opération. Alors, non, il a été victime d'un attentat gravissime par une femme qui s'appelait Valérie Solanas. Et donc, qui était l'auteur du manifeste pour la couper aux hommes. Voilà. Et donc, il s'est fait déchirer par une femme, carrément, et il a porté toute sa vie un corset. Il y a des magnifiques photos de Richard Avedon où on voit Warhol nu, mais balafré dans des proportions monumentales. Et il a une opération banale, je crois, une vésicule biliaire. Il va à l'hôpital, il y va sous un pseudo, parce qu'à New York, il était très connu, genre Bob Martin ou Pierre Durand ou Jean-Louis Bigot. Et il a une crise cardiaque, enfin, il a un malaise cardiaque. Et donc, il sonne l'infirmière qui était une Asiatique qui lisait la Bible. Et l'Asiatique était tellement plongé dans la lecture de la Bible qu'elle n'est jamais venue et il est mort. Boum. Et ce n'est pas du tout le Velvet Underground qu'il a fait jouer pour sa messe définitive. C'était une partition de Messiaen et donc, je crois, la flûte enchantée de Mozart. Et maintenant, un détour par Instagram pour clore ce débat avec une œuvre d'Andy Warhol. Sa vision de Jackie Kennedy, donc multiple. Vous suivez bien évidemment sur le compte Twitter de l'émission ou laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Merci d'ailleurs de votre fidélité, on en est ravis avec toute l'équipe de TV5 Monde que dirige l'estimable Yves Bigot qui va nous donner son coup de cœur. Yves. L'album du nouveau groupe de Jean-Luc Ponty, violoniste français émérite, une des rares stars mondiales françaises de la musique. Donc, nouvel album qu'il a fondé avec John Anderson, le chanteur de Yes, déjà connu aussi pour les duos qu'il avait fait avec le très estimable également Vangelis, John et Vangelis. Et donc, c'est la nouvelle aventure de Jean-Luc Ponty, donc le Anderson Ponty Band. Voilà. Il n'habite pas le 17e arrondissement, juste en face de TV5 Monde Rue Geoffroy d'Aban. Exactement, vous voyez voilà. Le sommet. Après 25 ans à Los Angeles. Ma chère Estelle Martin, Et moi aussi, c'est un album. Alors, pas seulement parce que Max Emanuel Sanchez arbore une magnifique veste baroque que je lui envie. Non, alors Max Emanuel Sanchez, c'est un contre-ténor, je vais y arriver, un contre-ténor croate qui est francophone et francophile. C'est son dernier album, il vient tout juste de sortir. Arie Napoletane chez Decca. Alors, c'est vraiment un peu leur Philippe Jarouski. Voilà, c'est ce répertoire-ci, donc 18e siècle. C'est absolument incroyable. On le surnomme le Michael Jackson croate.
boîte du lyrique. Je vous laisserai en juger par vous-même à cause de la veste, parce qu'il a commencé très tôt, vraiment très jeune, et il a eu une carrière assez importante malgré son jeune âge. Cette tournée française débute à partir de janvier 2016, à Paris le 20 janvier, Lyon le 22 et Rouen le 29 mars. Moi, j'aime beaucoup le baroque, je ne sais pas vous. Le baroque, Michael Jackson, croate. Mon cher Mathieu. Alors moi, c'est un livre, mais vous faites très bien le livre. Ouais, c'est un gros livre. C'est un gros livre. Mais c'est un livre numérique, en fait. J'espère que vous connaissez tous Robert Charlebois, hein, qui est un chantre de la modernité. Il était ici, dans cette salle, il y a quelques mois, avec moi. Donc, type charmant. On peut parler presque à son hologramme. Son ectoplasme. Et donc, Robert Charlebois a fait l'objet d'une grande série documentaire cette année, et le livre est sorti. Là, je fais de la réclame pour Radio-Canada, je fais de la plug, mais c'est de bonne guerre parce que c'est un très beau livre. Si vous ne connaissez pas Robert Charlebois, il est gratuit sur le site, sur le Apple Books. Vous pouvez le télécharger là-dessus. Vraiment, on a des extraits d'entrevues, des chansons, et c'est tout ça articulé autour de sa chanson mythique, donc Lindbergh. Par-delà Lindbergh, Robert Charlebois, livre numérique actuellement disponible partout dans le monde. Pascal. Alors, mon cher Guillaume, mon coup de cœur s'appelle Julie Remacle. C'est une comédienne, une jeune comédienne qui a créé une compagnie de théâtre et qui a fait des spectacles qui ont fait beaucoup parler d'eux au Festival de Liège. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous lis juste la 4e de couvre. J'habite une planète improbable, dans un pays improbable, près d'un fleuve, ça s'appelle la Terre, la Belgique et la Meuse. Ça sent les frites, l'usine, la betterave, c'est souvent l'automne. Il y a une centrale nucléaire aussi juste à côté. Et si ça explose, tout le monde est mort. Voilà, tout un programme. C'est chez l'Arbre à Parole. Et voilà. ça vous a plu? Oui. Ah bon. Michel. Quel est mon surnom dans cette émission? L'Helvet Underground. Mais maintenant, vous allez le garder. Ça, c'est une création Yves Bigot estampillée. Vous y êtes bon à vie. Ça me va très bien. Avant l'Helvet Underground, il paraît que j'étais le Cervin. Donc, je vais vous parler du Cervin cette fois-ci, puisque nous fêtons cette année 2015 les 150 ans de sa première ascension par Edward Whymper. En anglais, il y avait Michel Crow, qui était, lui, français, qui faisait partie jusqu'à la petite cabane Hurnley, qui est juste au pied de là-dedans. Magnifique vue, depuis là, d'ailleurs. Bref, Benoît Hémon, confrère, journaliste et collègue également, a écrit un bouquin qui est un roman, mais qui est fort bien documenté, puisqu'il est passionné de montagne depuis des années, lui-même est alpiniste, qui nous raconte cette première ascension, enfin, l'ascension victorieuse, mais aussi toutes celles qui l'ont précédée et les échecs qui ont eu lieu. C'est un très joli livre qui mêle histoire et romance. C'est donc chez Sletkin, Cervin absolu, Benoît Hémon à l'occasion des 150 ans de la première ascension réussie du Cervin. Merci beaucoup. Et on termine donc par mon coup de cœur, très brièvement, à la galerie Gagosian à Paris. Sterling Ruby, qui est un jeune peintre américain de 40 ans qui vit à Los Angeles. C'est la version contemporaine de l'art abstrait, puisque vous parlez tout à l'heure de Warhol et du passage de l'art pop à l'art abstrait. Voilà, vous savez tout. Merci à vous tous de nous suivre chaque semaine. 300 millions de critiques sur l'excellent réseau qui est celui de TV5 Monde. On est ravis de vous retrouver avec toute l'équipe chaque semaine. Passez la meilleure semaine possible, où que vous soyez à travers la planète. Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, les Pan-American, mais je sais plus où je suis.